35 ans et toujours célibataire, a lancé mon frère d'un ton assez fort pour que chaque fourchette autour de la table du réveillon de la Saint-Sylvestre s'arrête net. Ça fit être dur de passer le minuit seul chaque année. Je m'appelais Camille Lemaire, j'avais 35 ans, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, ma famille avait traité mon célibat NHMTTHTB public. Il s'autorisait à l'inspecter, à en rire et à l'annoncer au moment du dessert. Ce soir-là, je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas eu l'air embarrassé, ce qui semblait irriter mon frère plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Il s'est adossé à sa chaise, arborant ce même sourire suffisant qu'il affichait toujours lorsqu'il pensait avoir conquis l'assemblée. Ma mère m'a lancé ce petit regard crispé qui signifiait « S'il te plaît, ne rends pas la situation gênante ». Même si elle ne lui avait jamais demandé, pas une seule fois, de ne pas m'humilier. Mon père a continué à découper le rôti de bœuf comme si le silence était plus facile que le courage. J'ai posé lentement mon verre. Le bruit fut léger, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde l'entendit. Puis j'ai regardé mon frère droit dans les yeux et j'ai dit calmement, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis marié depuis longtemps. Pendant une seconde, plus personne ne bougea. Le sourire de mon frère se figea au milieu de son visage. La main de ma mère sursauta et son verre en cristal glissa de ses doigts, se brisant contre le parquet de chêne. Et ce que personne à cette table ne savait, c'est que le nom de mon mari figurait déjà à l'intérieur du dossier commercial que mon frère suppliait ma famille de célébrer toute la soirée. Avant de vous raconter ce qu'il a dit ensuite, et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et d'où regardez-vous cette vidéo? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Je n'avais pas prévu de révéler mon mariage de cette façon. J'avais prévu de survivre au dîner, de sourire pendant le décompte, de laisser tout le monde trinquer à une autre année de faux-semblants, et de partir avant minuit avec ma paix intérieure intacte. Mais Julien Lemaire avait un talent pour trouver l'endroit le plus vulnérable dans la poitrine de quelqu'un et appuyer jusqu'à ce qu'un bleu apparaisse. En grandissant, Julien était le charmeur, celui que les parents appelaient un leader né, même quand il mentait, empruntait de l'argent ou transformait le travail de quelqu'un d'autre en son propre discours de victoire. J'étais la discrète, l'utile, la fille qui se souvenait des anniversaires, gérait l'administratif, aidait mes parents pour leur déclaration d'impôts, restait tard dans les hôpitaux et ne faisait jamais d'histoire. Cette phrase m'avait suivi toute ma vie. Ne fais pas d'histoire, Camille. N'embarrasse pas ton frère. Ne fais pas pleurer ta mère. Ne force pas ton père à choisir. J'ai donc appris à me faire toute petite dans des pièces où mon propre nom aurait dû compter. À 35 ans, j'avais bâti une carrière que la plupart des gens auraient respectée si elle avait appartenu à un fils. J'étais experte comptable spécialisée en audit de fraude, le genre de personne que les entreprises appellent quand les chiffres semblent corrects mais que quelque chose en dessous sans la corruption. Je traçais les fonds disparus, exposais les factures gonflées, démasquais les prête-noms et protégeais les entreprises contre exactement le genre d'homme souriant qui pensait que l'aplomb pouvait remplacer l'intégrité. Mon cabinet, Lemaire Audit et Risque, avait débuté dans un petit appartement de Lyon avec un bureau pliant et un ordinateur qui surchauffait si j'ouvrais trop de tableurs. 8 ans plus tard, nous avions des bureaux à Paris, Bordeaux et Genève, des clients corporatifs qui payaient des honoraires plus élevés que le salaire annuel de mon père, et une réputation de trouver la vérité plus vite que les avocats ne pouvaient la cacher. Mais à la maison, rien de tout cela n'avait d'importance pour ma famille. J'étais toujours la pauvre Camille, la femme qui travaillait trop parce qu'aucun homme ne l'avait choisie. Il ne me demandait jamais ce que je faisais au travail. Il me demandait si j'avais rencontré quelqu'un. Il ne me demandait jamais ce que
Je construisais. Il me demandait si je me sentais seul. Il ne me demandait jamais pourquoi j'avais arrêté de présenter mes connaissances. Il supposait que c'était parce que personne ne voulait de moi. La vérité était plus laide. J'ai arrêté d'intégrer ma vie à la leur parce que chaque miette de bonheur que je leur montrais devenait quelque chose qu'ils pouvaient juger. Des années plus tôt, quand j'avais 27 ans, je leur ai présenté Marc Chevalier. Marc était calme, patient et presque agaçant de gentillesse. Issu d'une famille ouvrière, il avait bâti sa première entreprise de logiciels logistiques dans la vingtaine et possédait ce genre rare de confiance en soi qui n'a jamais besoin de se manifester bruyamment. Il écoutait plus qu'il ne parlait, se souvenait des petits détails et traitait les serveurs, les agents d'entretien, les cadrés, les enfants avec le même respect constant. Je l'aimais avant même d'être assez courageuse pour l'admettre. Ma famille ne l'a pas aimé presque immédiatement. Non pas parce qu'il était impoli, non pas parce qu'il me maltraitait, mais parce qu'il les voyait tels qu'ils étaient. Lors du premier dîner, Julien a essayé de le coincer avec des questions sur l'argent, les affaires et le statut social. Marc a répondu poliment, mais a refusé de faire le spectacle. Ma mère m'a dit. Plus tard, il a l'air sérieux, mais pas très tourné vers la famille. Mon père a dit, je ne sais pas s'il comprend nos valeurs. Julien a ri et a ajouté, il a l'air du genre à se croire plus intelligent que tout le monde. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il ne les flattait pas. Il n'entrait pas dans leur petit jeu consistant à classer les gens selon le mariage, les enfants, le salaire et l'obéissance. Il me voyait clairement, et cela les mettait mal à l'aise. 6 mois plus tard, après que Julien ait propagé une rumeur selon laquelle Marc m'utilisait pour mes contacts, mes parents m'ont poussé à rompre. Il disait qu'il me protégeait. Il disait que l'amour pouvait rendre les femmes intelligentes stupides. Il disait que je les remercierais un jour. Je n'ai pas rompu. J'ai simplement arrêté de rendre compte de ma vie à des gens qui confondaient le contrôle avec l'affection. Marc et moi. Nous sommes mariés discrètement 2 ans plus tard dans une mairie d'un arrondissement de Paris par un jeudi matin pluvieux, avec seulement 2 témoins. Ma meilleure amie Claire et sa sœur aînée. Je portais un tailleur crème. Il portait une cravate bleu marine que je lui avais achetée la semaine précédente. Nous avons mangé des crêpes dans un petit bistrot après et nous avons ri parce que la serveuse nous a apporté une bougie sur une pile de gaufres quand elle a appris que nous venions de nous marier. C'était simple. C'était paisible. C'était à nous. Pendant des années, je me suis dit que le secret était une protection. Mes parents n'avaient pas besoin de savoir. Julien ne méritait pas de savoir. Je n'avais pas honte de Marc. J'étais fatigué d'offrir ma joie à des gens qui la traitaient comme une preuve contre moi. Mais les secrets ont un poids, même les plus heureux. Et en ce soir de réveillon, j'étais fatigué de porter le mien juste pour que ma famille se sente à l'aise. L'invitation pour le dîner du réveillon était venue de ma mère 3 semaines avant les fêtes. Juste. La famille, avait-elle dit, ce qui signifiait généralement que Julien ferait son numéro et que tout le monde serait censé applaudir. J'ai failli refuser. Marc m'avait demandé 2 fois si je voulais y aller et les 2 fois j'avais répondu que je n'étais pas sûr. Il n'a jamais insisté. C'était l'une des choses que j'aimais le plus chez lui. Dans ma famille, l'amour arrivait avec un mode d'emploi. Avec Marc, l'amour arrivait avec de l'espace pour respirer. Tu ne leur dois pas une version de toi-même qui te fait souffrir, m'a-t-il dit le matin du dîner alors que j'étais dans notre chambre, attachant un bracelet en or qu'il m'avait offert pour notre 5e anniversaire de mariage. Je me souviens l'avoir regardé à travers le miroir. Il était assis sur le bord du lit, manches retroussées, lisant un dossier sur sa tablette avec un léger froncement de sourcils. À ce moment-là, je ne savais pas que ce dossier deviendrait le couteau
Qui trancherait la performance de mon frère plus tard dans la soirée? Je sais, ai-je répondu. Mais si je n'y vais pas, maman dira à tout le monde que j'ai gâché la fête. Marc a eu un petit sourire triste. Et si tu y vas? J'ai ri. Sans humour. Alors Julien dira à tout le monde que j'ai gâché ma propre vie. Il s'est levé, est venu derrière moi et a doucement pris le fermoir du bracelet de mes doigts. Alors vas-y en tant que toi-même, pas comme si tu étais leur excuse. Je voulais croire que j'en étais capable. Je voulais entrer dans cette maison. Comme la femme qui avait survécu à leur jugement, construit une vie et épousé un homme qui respectait chaque facette de ma personnalité. Mais les vieilles pièces ont un vieux pouvoir. Au moment où je me suis garé dans l'allée de mes parents, je me suis senti à nouveau comme à 16 ans. Leur maison brillait de lumière chaude, de couronnes de Noël et de cette perfection polie des fêtes que ma mère adorait. De l'extérieur, cela ressemblait au genre de foyer où les gens s'embrassent, se pardonnent et pensent ce qu'ils disent. À l'intérieur, la table de la salle à manger était dressée pour 12 avec des sous-plats en argent, des verres en cristal et des petits cartons de table écrits de l'écriture soignée de ma mère. Le mien était au bout, entre ma tante et une chaise vide que ma mère a joyeusement expliqué comme étant, juste au cas où quelqu'un amènerait une surprise de dernière minute. Tout le monde a ri. J'ai souri. Julien est arrivé 15 minutes plus tard avec sa femme, ses 2 enfants et assez de bruit pour déplacer toute l'énergie de la pièce vers lui. Il a embrassé ma mère sur la joue, a tapé dans le dos de mon père et a immédiatement commencé à parler de ça. Nouvelle opportunité commerciale. Il avait lancé une société de production d'événements de luxe après avoir échoué dans l'immobilier, puis dans le conseil en crypto-monnaie, puis dans le coaching privé pour entrepreneurs. Même si la seule personne qu'il avait réussi à coacher était lui-même, directement vers l'endettement. Cette fois, disait-il, tout était différent. Cette fois, il avait des investisseurs sérieux intéressés. Cette fois, il négociait un partenariat majeur avec un groupe hôtelier national qui pourrait propulser son entreprise au niveau supérieur. Ma mère rayonnait comme s'il avait déjà gagné un prix d'excellence. Mon père ne cessait de hocher la tête, fier et soulagé. J'ai écouté tranquillement Julien décrire les revenus projetés, l'expansion des fournisseurs, les forfaits de destination premium et les retraites exécutives exclusives pour clients fortunés. Il utilisait tous les bons mots et aucun des bons chiffres. Ce fut mon premier avertissement. Puis il a mentionné le nom de l'entreprise, le groupe Chevalier. Ma fourchette s'est immobilisée à mi-chemin de mon assiette. Le groupe Chevalier était l'entreprise de Marc. Plus précisément, c'était la division d'investissement hôtelier que Marc avait créée après avoir vendu sa plateforme de logiciels logistiques. Il ne mettait jamais son visage dans les magazines s'il pouvait l'éviter. Il gardait un profil public bas, laissait l'équipe de direction s'occuper des médias et faisait confiance à des gens comme moi pour examiner les risques lorsqu'un partenaire potentiel semblait trop beau pour être vrai. Soudain, le dossier qu'il lisait ce matin-là prenait tout son sens. Julien ne se vantait pas seulement d'un investisseur abstrait. Il se vantait d'une proposition qui était passée sur le bureau de mon mari. Et à en juger par les détails que Julien lançait, il n'avait aucune idée que la femme qu'il avait moquée pour être indésirable avait déjà examiné les finances de son entreprise 2 semaines plus tôt. Je n'avais pas su que c'était l'entreprise de Julien au début. La demande était arrivée sous un nom de Marc Poli, Le Maire et Ouest Événements, avec Julien listé comme fondateur et associé gérant. Les chiffres étaient un désastre. Des dépôts de fournisseurs avaient été déplacés entre des comptes selon des schémas étranges. Les remboursements clients étaient retardés. Les projections de revenus étaient gonflées. Il y avait des dépenses personnelles cachées sous le développement commercial. Rien d'assez criminel pour le ruiner du jour au lendemain, mais
Assez pour faire fuir n'importe quel investisseur sérieux. J'avais rédigé la note de risque interne moi-même, recommandé le rejet à moins que les propriétaires ne fournissent une documentation complète, un grand livre des fournisseurs propres et des états de flux de trésorerie corrigés. Marc l'avait lu, m'avait fait confiance et avait mis le partenariat en pause. Maintenant. Voici Julien assis en face de moi à la table de mes parents, disant à tout le monde qu'il était à quelques jours de signer avec Chevalier. Ma mère a levé son verre et a dit, à Julien. Enfin, quelqu'un dans cette famille nous donne une raison de célébrer en grand. La phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Non pas parce que j'avais besoin de leurs éloges, mais parce que je réalisais qu'ils se tenaient dans l'ombre de mon travail depuis des années et qu'ils ne me voyaient toujours pas. Julien m'a regardé par-dessus le bord de son verre et a souri. Ne sois pas si sérieuse, Camille. Peut-être que si cet accord se conclut, je t'engagerai pour compter les serviettes ou quoi que ce soit d'autre que tu fasses. Tout le monde a ri. Mon père ne l'a pas arrêté. Ma mère ne l'a pas arrêté. Et quelque chose en moi s'est figé. Le dîner est passé. De poli à cruel, comme la cruauté familiale le fait souvent, déguisé en blague, adouci par les rires, défendu comme de l'affection. Julien continuait son spectacle. Il a raconté une histoire sur une cliente qui demandait un brunch pour l'autonomisation des femmes célibataires, puis m'a regardé directement. Tu devrais venir, a-t-il dit. Ça pourrait être bon pour ton réseau. Peut-être que tu trouveras quelqu'un avant la retraite. Ma tante a toussé dans sa serviette. Ma cousine a fixé son assiette. Ma mère a murmuré, Julien. Mais elle souriait en le disant, ce qui signifiait qu'elle voulait le crédit de la désapprobation sans le fardeau de l'arrêter vraiment. J'ai pris une gorgée d'eau. Ça ira, merci. C'est ce que tu dis toujours, a répliqué Julien. Que ça va. Mais allons, Camille. Tu as 35 ans. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est littéralement la fête la plus triste pour être seul. Tout le monde s'embrassa. Minuit. Et toi, tu fais quoi? Tu vérifies des relevés bancaires? Mon père a laissé échapper un petit rire étouffé, puis a détourné le regard quand je l'ai regardé. Cette petite trahison a fait plus de mal que les mots de Julien. Julien avait toujours été prévisible. Le silence de mon père était la tradition familiale qui le rendait possible. Ma mère a essayé de changer de sujet en posant une question sur le dessert, mais Julien s'amusait trop. Je dis juste ce que tout le monde pense, a-t-il continué. La carrière, c'est génial. L'indépendance, c'est génial. Mais à un moment donné, une femme doit se demander pourquoi personne n'est resté. C'était la phrase qui a vidé la pièce de son air. J'ai senti chaque regard posé sur moi. J'aurais pu l'ignorer. J'avais ignoré pire. J'aurais pu sourire, m'excuser et rentrer chez moi retrouver Marc. Qui aurait jeté un seul coup d'œil à mon visage et aurait su s'il fallait parler. Ou juste me serrer dans ses bras. Mais alors Julien a levé son verre et a ajouté. À Camille, que cette année soit enfin celle où elle trouvera quelqu'un prêt à la supporter. Des rires nerveux ont éclaté. Ma mère a prononcé mon nom sur ce ton d'avertissement, comme si j'étais le danger dans la pièce. J'ai posé mon verre lentement. Ne t'inquiète pas pour moi, ai-je dit. Je suis marié depuis longtemps. Le silence n'est pas tombé d'un coup. Il s'est déplacé autour de la table comme une onde. D'abord, la tête de ma cousine s'est redressée. Puis, le couteau de mon père s'est arrêté contre l'assiette. Le sourire de Julien s'est figé. La main de ma mère a tressailli et son verre est tombé, explosant contre le sol dans une gerbe brillante de cristal et de vin rouge. Personne ne s'est baissé pour ramasser les débris. Personne ne respirait normalement.
Julien a cligné des yeux 2 fois. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, je suis marié. Ma voix était calme. Trop calme, peut-être. Le genre de calme qui vient quand une personne a déjà fait le deuil de la relation qu'elle est sur le point de perdre. Ma mère a agrippé le bord de la table. Marié à qui? J'ai regardé ma mère. Il s'appelle Marc Chevalier. Si la première phrase avait gelé la pièce, son nom l'a transformé en pierre. Le visage de Julien a changé avant qu'il ne puisse l'empêcher. Pas un choc concernant mon mariage. Une reconnaissance, une peur, un calcul. Ses yeux se sont tournés vers le dossier en cuir à côté de sa chaise, celui qui contenait sa proposition imprimée, celui qu'il avait apporté comme un trophée. Mon père a froncé les sourcils. Chevalier. Comme dans le groupe Chevalier, ai-je précisé. Oui. Julien s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Tu mens. Non. Ma mère regardait de l'un à l'autre, perdue et pâle. Camille, pourquoi cacherais-tu une chose pareille à ta famille? J'ai failli rire, mais il ne me restait plus d'humour. Parce que chaque fois que je rapportais quelque chose de précieux à la maison, vous le traitiez comme un problème à résoudre. Mon père a enfin parlé. Depuis combien de temps? 8 ans. Le chiffre a frappé plus fort que n'importe quelle accusation. 8 anniversaires, 8 Noëls, 8 réveillons. 8 ans pendant lesquels il m'avait traité de solitaire alors que je rentrais chez un mari qui connaissait ma commande de café, mes cauchemars, mes ambitions et la manière exacte dont ma voix changeait quand je retenais mes larmes. Ma mère s'est couvert la bouche. Tu nous as laissé penser que tu étais seul. Non, ai-je répondu, vous avez décidé que j'étais seul parce que cela vous permettait d'avoir raison à mon sujet. Julien m'a pointé du doigt. C'est insensé. Tu t'attends à ce qu'on croie que tu es marié à Marc Chevalier et que tu ne l'as jamais mentionné? Je ne devais pas cette information à des gens qui utilisaient ma vie privée comme un divertissement. Sa mâchoire s'est contractée. Tu as fait ça exprès. Non, Julien, c'est toi qui t'es moqué de moi exprès. J'ai répondu honnêtement. Il a regardé autour de la table, soudain conscient que tout le monde le regardait perdre le contrôle. Et alors? Tu te crois meilleur que nous maintenant? Je crois que j'en ai fini de faire semblant que tu plaisantes. Quand tu es cruel. Ma mère a chuchoté, Camille, s'il te plaît. Mais je n'avais pas fini. Pas cette fois, car la vérité avait déjà ouvert la porte, et derrière elle se trouvaient tous les silences que j'avais avalés pendant des années. Julien a essayé de se rattraper en riant. Le son est sorti faux, aigu. Fragile, désespéré. D'accord, très bien. Tu es marié. Félicitations. Drôle de secret, mais félicitations. Ça n'explique toujours pas pourquoi tu te comportes comme une reine à cette table. J'ai plongé mon regard dans le sien pendant un long moment. Je ne me comporte pas comme une reine. Je me comporte comme quelqu'un qui se souvient enfin qu'elle ne travaille pas pour cette famille. Il a ricané. Travailler pour nous? S'il te plaît, tu viens 2 fois par an et tu restes assise là à juger tout le monde. Je viens 2 fois par an parce que c'est tout ce que je peux supporter. Le visage de mon père s'est durci. Ça suffit. Ces 2 mots, l'ancien commandement, ont failli fonctionner. Pendant une fraction de seconde, mon corps s'est souvenu de l'obéissance. Puis j'ai regardé le verre brisé près de la chaise de ma mère, le vin rouge s'étalant sur le sol comme quelque chose de blessé, et j'ai senti le sort se rompre. Non. Papa. Ça a suffi il y a des années. Julien a attrapé son dossier sur la chaise. Et l'a claqué sur la table. Tu sais de quoi il s'agit vraiment?
Tu es jalouse. Je fais enfin quelque chose de grand et tu ne peux pas le supporter. Julien a dit sa femme doucement, mais il l'a ignorée. Non, disons-le. Elle a toujours été amère. Elle s'est toujours crue supérieure parce qu'elle sait lire des tableurs. Maintenant, tout à coup, elle est mariée au gars avec qui ma boîte négocie. Ce n'est pas une coïncidence. J'ai soutenu son regard. Tu as raison. Ce n'en est pas une. La tension est montée d'un cran. Les narines de Julien se sont dilatées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta proposition est passée sur mon bureau. Il a pâli si vite que même ma mère l'a remarqué. Ton bureau? Mon cabinet gère les audits de risques indépendants pour les partenariats de chevaliers. Mon père semblait confus. Des audits de risques? Je me suis tourné vers lui sans méchanceté. Quand des entreprises demandent un investissement ou un partenariat stratégique, quelqu'un doit vérifier que leurs états financiers sont réels, que leurs obligations envers les fournisseurs sont claires et que leurs projections ne sont pas fantaisistes. Julien a frappé la table du plat de la main. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Tu as soumis des documents au groupe Chevalier. Chevalier les a envoyés à mon cabinet. Tu as signé un consentement pour un examen par une tierce partie. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Il savait que j'avais raison. Les hommes comme Julien lisent rarement ce qu'ils signent quand ils pensent que leur charme a déjà gagné la partie. La voix de ma mère tremblait. Camille, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je n'ai pas quitté mon frère des yeux. Je dis que l'entreprise de Julien n'a pas été rejetée parce que je suis jalouse. Elle a été signalée parce que ses chiffres ne correspondent pas à ses promesses. La table a explosé d'un coup. Ma tante a murmuré, « Oh mon Dieu !» Mon père a exigé. Quel chiffre? Julien a aboyé, elle déforme tout. Sa femme a reculé sa chaise, stupéfaite. Ma mère n'arrêtait pas de dire, attendez, attendez. Attendez, comme si elle pouvait rembobiner les 5 dernières minutes. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'email que j'avais reçu cet après-midi-là de l'équipe juridique de Chevalier. Je n'ai pas montré de détails confidentiels. Je n'en avais pas besoin. J'ai lu une phrase à haute voix, l'examen du partenariat reste suspendu dans l'attente de divulgation financière corrigée et d'une clarification des responsabilités envers les fournisseurs. Le visage de Julien est devenu rouge brique. Tu m'humilies. J'ai failli sourire. Intéressant. Il y a 10 minutes, l'humiliation n'était qu'une blague. Personne n'a ri. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. La première fissure dans le mythe familial. Pendant des années, Julien avait été celui qui réussissait parce que tout le monde avait accepté de ne pas inspecter les fondations. Il pouvait échouer vers le haut, emprunter discrètement, exagérer bruyamment et être toujours présenté comme le fils qui rendait tout le monde fier. J'avais été traité comme quelqu'un d'incomplet parce que ma vie ne se présentait pas sous une forme qu'il comprenait. Mais maintenant, la pièce avait des preuves, pas des commérages, pas de l'émotion, des preuves. Mon père s'est tourné vers Julien. Est-ce que c'est vrai? Julien a levé les mains au ciel. C'est compliqué. J'ai hoché la tête. Cela veut généralement dire oui. Tais-toi, Camille. La voix de Marc est venue du couloir avant même que je ne réalise que la porte d'entrée s'était ouverte. Ne parle pas à ma femme comme ça. Toutes les têtes se sont tournées. Marc se tenait près de l'entrée dans un manteau sombre, de la neige saupoudrant ses épaules, calme comme un juge. Ma mère avait l'air de vouloir s'évanouir. Mon père s'est levé lentement. Julien avait l'air comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds.
Marc n'était pas venu pour me sauver. Je n'avais pas besoin d'être sauvé. Il était venu parce que nous avions prévu de partir ensemble avant minuit. Et quand je n'ai pas répondu à son SMS, il est entré. Ses yeux sont passés du verre brisé à mon visage, puis au dossier de Julien sur la table. J'imagine que le dîner s'est bien passé, a-t-il dit tranquillement. J'ai laissé échapper un souffle qui a failli devenir un rire. Julien a essayé de se redresser. Monsieur Chevalier, c'est une affaire de famille. Marc l'a regardé. Ma femme aussi. La phrase n'était pas forte, mais elle a mis fin à la dispute plus efficacement que des cris n'auraient pu le faire. Ma mère a murmuré « femme », comme si elle devait le redire pour que cela devienne réel. Marc s'est approché de moi, ne me touchant pas avant que je ne cherche sa main la première. Ce petit choix comptait. Il ne m'a jamais revendiqué comme un trophée. Il se tenait à mes côtés parce que je l'avais choisi. Julien nous regardait, la panique désormais pleinement visible. Écoutez. Pour la proposition, il y a peut-être eu quelques problèmes de rapport mineurs. Mais je peux expliquer. L'expression de Marc n'a pas changé. Vous l'expliquerez. Au comité d'examen avec des documents corrigés, pas à la table du dîner de mes beaux-parents. Mon père a tressailli au mot « beaux-parents ». Ma mère a commencé à pleurer. Julien m'a regardé avec une haine déguisée en trahison. Tu m'as ruiné. J'ai secoué la tête. Non. J'ai arrêté de couvrir la version de toi que cette famille vénérait. Et pour la première fois de ma vie, personne n'a eu de réponse rapide. Les retombées n'ont pas explosé comme je l'attendais. Elles se sont effondrées. Ma mère s'est affalée sur sa chaise, pleurant dans une serviette, répétant « 8 ans, encore et encore ». Mon père se tenait près du bout de la table, agrippant le dossier de sa chaise comme si son autorité était devenu quelque chose de physique qu'il devait soutenir. Julien faisait les 100 pas près de la fenêtre, téléphone à la main, essayant déjà d'envoyer un message à quelqu'un, probablement un avocat, un associé ou l'un des fournisseurs qu'il avait fait attendre. Sa femme restait immobile. Elle avait l'air moins en colère que dévastée, ce qui me disait qu'elle avait soupçonné des morceaux de la vérité, mais n'en avait jamais vu la forme complète. Marc a serré ma main une fois, puis l'a lâchée. Il savait que cette partie devait m'appartenir. Mon père m'a finalement regardé et a dit « Camille, pourquoi n'es-tu pas venue nous voir ?» C'était la question la plus triste parce qu'il pensait toujours que la blessure était que j'avais caché ma vie, et non qu'ils avaient rendu le secret plus sûr que l'honnêteté. « Venu vous voir pourquoi, ai-je demandé. Pour obtenir votre approbation, votre protection, un autre sermon sur le fait que j'étais trop têtu pour être aimé. » Ses yeux ont baissé. Ma mère sanglotait. Plus fort. Julien a lâché « Oh, pitié. Tu adorais jouer la victime. » Je me suis tourné vers lui. Non, Julien. Je détestais ça. C'est pour ça que j'ai arrêté de passer des auditions pour une famille qui m'avait déjà catalogué comme la déception. Tu es théâtral et tu es démasqué. Son visage s'est tordu. Mon père a levé la main. Ça suffit, tous les deux. Non, ai-je dit. Le mot là. Surpris. Il a surpris tout le monde. Tu n'as pas le droit de réclamer la paix. Seulement après que la vérité soit devenue gênante. Tu n'as jamais dit « ça suffit » quand il se moquait de moi. Tu n'as jamais dit « ça suffit » quand maman m'a demandé si je faisais congeler mes ovocytes à Noël. Tu n'as jamais dit « ça suffit » quand les parents mettaient des chaises vides à côté de moi pour plaisanter. Tu n'as jamais dit « ça suffit » quand Julien racontait aux gens que j'étais trop difficile pour qu'un homme m'aime. Mais maintenant que ces mensonges sont étalés sur la table, tout le monde veut soudainement de bonnes
Manière. Mon père paraissait vieux à ce moment-là. Pas faible exactement, mais plus petit que l'homme que j'avais passé mon enfance à essayer de ne pas décevoir. Nous ne savions pas que ça te faisait si mal, a-t-il dit. Cette phrase aurait pu m'attendrir autrefois. Plus maintenant. Vous n'avez pas demandé. Ma mère a levé le visage, strié de larmes. Je voulais des petits enfants. Je voulais te voir installé. Est-ce si terrible? Vouloir quelque chose n'est pas terrible, ai-je dit. Me punir parce que j'ai choisi différemment l'est. Elle a pressé la serviette contre sa bouche. Mais tu es installé. J'ai regardé Marc. Oui, je le suis. La pièce est redevenue silencieuse, mais ce silence était différent. Ce n'était plus du choc. C'était une prise de conscience arrivant trop tard. Julien l'a rompu parce qu'il ne supportait aucun silence qui ne lui appartenait pas. Et maintenant, on fait quoi? Toi et ton mari milliardaire, vous repartez dans la neige pendant que ma boîte est détruite? Marc a enfin pris la parole. Votre entreprise n'est pas détruite. On lui demande simplement de dire la vérité. C'est facile à dire pour vous. Ça devrait être facile à faire pour vous. Julien a détourné le regard le premier. Cette petite défaite ne m'a procuré aucune joie, mais elle m'a donné de la clarté. La vengeance, ai-je réalisé, n'est pas toujours une punition spectaculaire. Parfois, c'est simplement refuser de maintenir un menteur dans son confort. Parfois, c'est laisser les conséquences arriver sans intervenir. Pour les adoucir. Mon père s'est tourné vers Marc. Est-ce que cela peut être arrangé? La réponse de Marc fut mesurée. Si Julien fournit des dossiers précis, paie les fournisseurs en attente, corrige les obligations de remboursement client et supprime les projections gonflées, le comité pourra réexaminer le dossier, mais il n'y aura aucun traitement de faveur. Ma mère m'a regardé avec un espoir soudain, et j'ai détesté reconnaître le vieux schéma qui se dessinait. Ils étaient sur le point de me demander de le sauver encore une fois. Camille, a-t-elle dit doucement. Tu pourrais l'aider à remettre de l'ordre dans ses comptes, n'est-ce pas? On y était. Pas de « est-ce que tu vas bien ?» Pas de « je suis désolé », pas de « nous avons eu tort ». Juste le recours familier à mon travail. Julien a cessé de faire les 100 pas. Mon père m'a regardé aussi. Même maintenant, après tout ce qui s'était passé, leur instinct n'était pas de me protéger du désordre de Julien. C'était de protéger Julien de lui-même. J'ai reculé de la table. Non. Ma mère a cligné des yeux. Non, non, je ne corrigerai pas ces livres de comptes. Je ne demanderai pas de faveur. Je ne traduirai pas ces conséquences en une urgence familiale. Julien a juré entre ses dents. Mon père a dit, Camille, cela pourrait ruiner son avenir. Alors il devrait peut-être arrêter de construire son avenir sur des chiffres qui n'existent pas. Le visage de ma mère s'est effondré. C'est ton frère. Et j'étais ta fille quand vous riez. Cette phrase a fait ce qu'aucun tableur n'aurait pu faire. Elle a transpercé les excuses. Ma mère s'est tue. Mon père a fermé les yeux. Julien avait l'air furieux, mais derrière la fureur, il y avait de la peur. Pas la peur de me perdre. La peur de perdre l'accès à ce que je pouvais faire pour lui. C'était la vérité finale dont j'avais besoin. J'ai ramassé mon manteau sur le dossier de la chaise. Marc a pris ses clés. Ma mère a tendu la main vers moi. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. J'ai regardé sa main, puis son visage. Je ne suis pas parti comme ça. Vous avez construit une maison où c'était la seule issue honnête. Elle a retiré sa main comme si je l'avais brûlée. Mon père a prononcé mon nom une fois. J'ai attendu.
Peut-être des excuses, peut-être une seule phrase qui plaçait la responsabilité là où elle devait être. Mais tout ce qu'il a dit fut, c'est le réveillon. J'ai hoché la tête. Exactement. Et je n'emporte pas cela dans une nouvelle année. Puis Marc a ouvert la porte et je suis sorti avant minuit pour la première fois sans avoir l'impression d'avoir échoué. Dehors, l'air froid a frappé mon visage comme une vérité. Le quartier était illuminé par les lumières des perrons et les feux d'artifice lointains. Des familles riaient derrière les fenêtres, des émissions de décompte brillaient en bleu à travers les rideaux. Pendant un instant, je suis resté sur les marches de mes parents et je me suis autorisé à tout ressentir. Le chagrin, la colère, le soulagement, et cette étrange douleur de se sentir enfin libéré d'un rôle que je n'avais jamais accepté de jouer. Marc ne m'a pas pressé. Il s'est simplement tenu à mes côtés, les mains dans les poches de son manteau, laissant le calme porter ce que les mots ne pouvaient pas. Derrière nous, à travers la fenêtre de la salle à manger, je pouvais voir ma famille toujours réunie autour de la table. Ma mère était assise, la tête baissée. Mon père parlait à Julien avec une fermeté que j'avais rarement vue. Julien ne criait plus. Il fixait le dossier comme s'il l'avait trahi. Bien que la seule trahison dans cette pièce soit la vérité arrivant à l'heure. Je m'attendais à me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais calme. Cela m'a surprise. Pendant des années, j'avais imaginé un moment où il comprendrait enfin, regretterait enfin, me verrait enfin. Mais debout là, dans le froid, j'ai réalisé que le regret n'était pas ma récompense. Ma récompense était la vie qui m'attendait au-delà de cette allée. Un mari qui ne m'avait jamais demandé de m'effacer. Une carrière bâtie sur l'intégrité. Un foyer où le silence ne signifiait pas la peur. Un avenir où je pourrais répondre au téléphone parce que j'en avais envie, et non parce que la culpabilité avait conditionné mes mains. Marc a demandé doucement. « Tu vas bien ?» J'ai regardé la maison une dernière fois. Je pense que ça ira, et je le pensais vraiment. Les semaines suivantes furent pénibles, mais sans surprise. Julien a envoyé de longs messages m'accusant de sabotage, puis des messages plus courts demandant une faveur professionnelle, puis plus aucun message du tout après que Chevalier ait officiellement rejeté sa proposition. Sans le partenariat gonflé dont il s'était vanté, les fournisseurs ont commencé à exiger des paiements. Les clients ont demandé des remboursements. Sa femme est partie s'installer chez sa sœur avec les enfants pendant un certain temps. Mes parents ont appelé à plusieurs reprises, d'abord en colère, puis suppliant. Puis blessés quand je n'ai pas accouru pour réparer les dégâts. J'ai répondu à un email et un seul. J'ai écrit « Je vous aime, mais je ne participerai plus » à un système familial où le respect est conditionnel et la responsabilité facultative. Si vous voulez une relation avec moi, elle commencera par l'honnêteté, la responsabilité et des excuses qui ne me demandent rien en retour. Ma mère a répondu 3 jours plus tard par 2 mots, je suis désolé. Je ne savais pas encore si elle le pensait assez profondément pour changer, mais pour la première fois, je n'ai pas cherché de preuves. Des mois plus tard, Marc et moi avons organisé un petit dîner chez nous. Claire est venue. La sœur de Marc est venue. 2 amis proches de mon cabinet sont venus. Avec leurs conjoints. Il n'y avait pas de chaise vide placée pour plaisanter. Pas d'inspection publique de la vie de quiconque. Pas de toast déguisé en insulte. À minuit, Marc m'a embrassé dans la cuisine pendant que quelqu'un criait le décompte trop tôt depuis le salon. J'ai ri si fort que j'ai failli renverser du champagne sur le sol. Et dans ce moment ordinaire et magnifique, j'ai compris la leçon que ma famille m'avait apprise en échouant à l'apprendre. Elle-même. Un amour qui exige que vous cachiez votre joie n'est pas une protection. Une famille qui ne vous respecte que lorsque vous obéissez n'est pas la paix.
Et le succès n'est pas de prouver aux personnes cruelles qu'elles ont tort. C'est de construire une vie où leur cruauté n'a plus le droit de citer. Mon frère s'est moqué de moi parce que j'étais célibataire car il pensait que la solitude signifiait ne pas avoir de conjoint. Il n'a jamais compris que l'endroit le plus solitaire où je sois jamais allé était cette table familiale. Où tout le monde connaissait mon nom mais où personne ne se souciait de connaître ma vérité. Alors quand les gens me demandent si je regrette d'avoir gardé mon mariage secret, je leur dis la vérité. Je regrette les années où j'ai pensé que leur confort valait plus que mon honnêteté. Mais je ne regrette pas la nuit où j'ai enfin cessé de les protéger de la femme que j'étais devenue. Ce réveillon-là, ma réponse a gelé la pièce. Mais en sortir a libéré ma vie.